Il y avait des matins où Paris ressemblait à une promesse, et des matins où Paris était simplement Paris, grise, indifférente, traversée par des milliers de gens qui portèrent leur vie comme des manteaux trop lourds. Ce mercredi d'août était de ceux-là. Camille Dubois avait signé les papiers du divorce à 11h15 précises, dans un bureau sentant l'encre et le bois ciré, au 2e étage d'un cabinet notarial de la rue de Rivoli, et elle était ressortie sur le trottoir avec la même démarche qu'elle avait en allant acheter du pain. Tête haute, épaule droite, regard fixé sur le devant des choses. 10 ans de mariage défait en 20 minutes de paperasse. L'ex-mari n'avait même pas pris la peine de venir. Il avait envoyé son avocat, un homme de 40 ans aux chaussures trop brillantes qui avait posé les documents devant elle sans la regarder dans les yeux. Camille avait signé chaque feuille d'une main ferme, rendu le stylo à la clerque de notaire avec un sourire sincère et franchi la porte vitrée sans se retourner une seule fois. Pas de larmes, pas de tremblement dans les jambes, rien de ce que les gens imaginent quand quelque chose de grand se termine. Appuyez au canal, deixando seu like et commentario et allons à notre histoire. Ce n'était pas de la froideur, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus difficile à nommer. La sérénité particulière de quelqu'un qui a déjà tout pleuré. Camille avait passé 15 mois à pleurer. Des larmes du matin dans la salle de bain avec le robinet ouvert pour que Lucas n'entende pas depuis sa chambre. Des larmes du soir, assise à la table de cuisine après avoir couché son fils. Les factures étalées devant elle et le silence d'un appartement trop petit pour porter autant de douleur. Elle avait pleuré la première trahison découverte un dimanche de novembre, quand elle avait trouvé par hasard des messages sur le téléphone de Julien. Elle avait pleuré la deuxième, 3 mois plus tard, quand il avait prétendu que c'était terminé. Elle avait pleuré la troisième, quand elle avait compris que rien n'avait jamais vraiment été ce qu'elle croyait. Et puis, un jour, les larmes s'étaient taries, non pas parce que ça ne faisait plus mal, ça faisait encore mal, d'une façon sourde et profonde comme une fracture mal ressoudée, mais parce que le corps, à un moment, refuse de continuer à se vider de lui-même. Alors, elle s'était levée, elle continuait à se lever. Chaque matin à 6 heures, le réveil sonnait dans l'appartement de 38 mètres carrés de la rue de Tourtille à Belleville, et Camille Dubois se levait. Elle préparait le café, réveillait Lucas, vérifiait son cartable, lui faisait des tartines avec la confiture de fraises qu'il aimait, le déposait à l'école primaire, en bas de la rue, et prenait ensuite le métro ligne 2 jusqu'au Bonjour marché du 11e arrondissement, où elle travaillait depuis 9 ans. 9 ans au même poste de caisse, 9 ans à connaître par cœur les habitudes des clients du quartier, Madame Lefranc qui achetait toujours 2 bouteilles de lait demi-écrémé le mardi, le jeune homme du 3e qui faisait ses courses en écouteur sans jamais répondre au bonjour, mais qui disait merci en partant. 9 ans à scanner des articles, à rendre la monnaie, à sourire même quand les journées étaient longues. 9 ans à payer ses 980 € de loyer sans un seul mois de retard, même quand il avait fallu emprunter 60 € à sa collègue Fatou pour couvrir une facture d'électricité inattendue en janvier dernier. Elle avait 35 ans et elle portait cette vie comme une chose à elle, pas quelque chose qui lui avait été imposé, pas une punition, mais quelque chose qu'elle avait construit de ses propres mains et dont elle refusait d'avoir honte. L'appartement était petit mais propre. Les murs du couloir étaient couverts des dessins de Lucas, encadrés avec des cadres achetés à 2,50 € chez le brocanteur du samedi. La fenêtre de la cuisine donnait sur les toits de Paris, et certains soirs, quand Lucas dormait déjà et que Camille finissait de ranger la vaisselle, elle s'arrêtait quelques instants devant ce rectangle de ciel gris rosé, et elle respirait. Juste respirait. C'était suffisant. Ce mercredi d'août, après être ressortie du cabinet notarial, elle n'alla pas directement au travail. Elle avait pris sa matinée. Elle marcha un long moment le long de la Seine, sans destination précise, laissant le soleil d'été lui chauffer les épaules. Les bateaux-mouches glissaient sur l'eau verte, les touristes photographiaient Notre-Dame depuis le pont, des enfants couraient sur le parvis. Paris continuait. Le monde continuait.
Et Camille, les mains dans les poches de sa veste légère en lin bleu, marcha jusqu'à ce que ses pieds la portent naturellement vers le métro, puis vers le supermarché, puis vers son poste. Elle avait signé son divorce à 11h15. À 14h, elle scannait des yaourts et des boîtes de conserve derrière sa caisse numéro 4 et elle répondait aux bonjours de ses clients avec la même présence qu'elle avait toujours eue. Parce que c'est ce qu'on fait. Parce que la vie n'attend pas qu'on soit prêt. Antoine Lefèvre l'avait vu au mauvais moment, ou peut-être au bon. Il n'avait jamais réussi à décider. Il sortait du même cabinet notarial avec Marc Tissier, son associé depuis 12 ans, après avoir formalisé le transfert de parts d'une société récemment acquise. Une PME spécialisée en logistique que la Lefèvre Tech venait d'intégrer à son portefeuille. La matinée avait été longue, le notaire tatillon, et Antoine avait les mâchoires serrées depuis 9 heures du matin. Il avait 43 ans, 170 employés sous sa responsabilité, un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros sur le dernier exercice. Et ce matin-là, il avait l'impression d'être exactement aussi fatigué que ces chiffres pouvaient le laisser imaginer. Marc lui parlait encore de la clause de non-concurrence à réviser quand Antoine s'arrêta sur le trottoir. Ce n'était pas quelque chose de calculé. Ce n'était pas une décision. C'était une femme qui traversait la rue devant lui, une femme ordinaire, veste en lin bleu, cheveux châtains relevés en chignon rapide, sac à bandoulière sur l'épaule, et quelque chose dans sa façon de marcher l'immobilisa. Tête haute, dos droit, regard porté vers l'avant, avec une espèce de calme absolu qui n'était pas de l'indifférence, mais ressemblait davantage à de la paix. Elle venait du même bâtiment. Elle venait de signer quelque chose là-haut, dans ses bureaux à l'odeur de bois ciré et de formalités irréversibles. Il en était certain sans pouvoir expliquer pourquoi. Peut-être la façon dont elle tenait un petit dossier sous le bras gauche, peut-être quelque chose dans la légèreté du pas de quelqu'un qui vient de poser un fardeau. Et elle marchait ainsi, entière, les épaules en arrière, les yeux secs, comme si ce jour n'avait pas le pouvoir de la briser. Antoine Lefèvre, lui, avait signé son propre divorce 2 ans plus tôt dans un bureau vide, à minuit passé, seul avec un avocat qu'il payait 600 € de l'heure pour ne pas avoir à faire face à ce moment en présence de quiconque. Il avait signé les yeux fixés sur un point du mur, les mains qui ne tremblaient pas non pas parce qu'il était fort, mais parce que l'adrénaline lui avait coupé toute sensation depuis 3 heures de l'après-midi. Il était resté assis dans son bureau de la rue du Faubourg Saint-Antoine jusqu'à 2 heures du matin, les lumières éteintes, à écouter le bruit de la ville sans rien ressentir d'autre qu'un vide immense. Pas de larmes non plus, mais pour des raisons entièrement différentes, non pas parce qu'il avait déjà tout pleuré, mais parce qu'il ne savait plus comment. Voir cette femme sortir de là ainsi, intacte, calme, ombre sous les yeux mais regard droit, pas une fissure visible dans la posture, fut comme recevoir un coup silencieux quelque part entre la cage thoracique et l'estomac. Il resta sur le trottoir 1 seconde après qu'elle eut tourné au coin de la rue, fixant l'espace vide où elle s'était tenue. Marc lui demanda quelque chose. Il ne sut pas quoi. Il répondit d'un signe de tête vague. Il ne connaissait pas son nom. Elle n'avait pas remarqué qu'il existait. 3 semaines plus tard, Antoine Lefèvre poussa la porte vitrée du Bonjour Marché du 11e arrondissement pour une visite technique de routine. Le contrat avait été signé en juin. 3,5 millions d'euros pour l'implantation d'un système d'auto-encaissement dans 14 unités de la chaîne à travers l'Île-de-France. C'était le plus gros contrat de service que la Lefèvre Tech avait décroché depuis sa fondation. Et Antoine avait tenu à faire lui-même la première visite terrain au lieu d'envoyer uniquement son équipe projet comme il le faisait d'habitude. Il se disait que c'était pour donner le bon signal au client. Il n'analysait pas davantage la décision. Le directeur du magasin, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes rectangulaires et au trousseau de clés toujours à la ceinture, l'accueillit avec la poignée de main ferme de quelqu'un qui appréciait les gens ponctuels. Il lui présenta l'équipe, lui montra les flux, lui expliqua les contraintes de l'espace, et puis il dit « Je vais vous présenter Camille. C'est elle qui connaît la loge comme personne. On l'a choisie pour faire le lien entre votre équipe technique et les caissières. 9 ans ici. Elle a repéré des choses dans votre démonstration de juin que même vos ingénieurs n'avaient pas vues.
Camille Dubois arriva depuis le fond du magasin avec un classeur sous le bras et une expression concentrée. Elle était en train de finir quelque chose dans sa tête avant d'arriver, ça se voyait à la légère tension entre ses sourcils. Elle leva les yeux, tendit la main. Camille Dubois. Puis son regard passa brièvement sur le visage d'Antoine avec la neutralité professionnelle de quelqu'un qui rencontre un prestataire parmi d'autres. Aucune reconnaissance, aucun signal. Il était à plusieurs mètres de distance, de dos, ce matin-là, rue de Rivoli. Bien sûr qu'elle ne le reconnaissait pas. Antoine, lui, l'a reconnu immédiatement. Le chignon châtain légèrement défait. La veste, différente, bleu marine aujourd'hui, pas en lin. La même façon de tenir les épaules. Il sentit quelque chose se stabiliser dans sa poitrine, comme si un bruit de fond qu'il n'avait pas remarqué venait brusquement de s'arrêter. « Antoine Lefebvre », dit-il, « ravi de vous rencontrer. » Les semaines suivantes s'organisèrent autour de réunions 3 fois par semaine, dans un espace improvisé entre des palettes de stock et des chariots vides, dans la réserve du fond du magasin. Une table pliante, 4 chaises en plastique, un câble Ethernet qui sautait si on bougeait trop, et des plannings de flux opérationnels étalés sur les cartons d'emballage faute de place. Camille avait apporté ses propres notes dès la première session. 6 points. 6 défaillances précises dans le logiciel, documentées avec des exemples concrets. Le temps de latence entre le scan et la validation qui créait une file d'attente fantôme aux heures de pointe, l'interface qui ne prenait pas en compte les articles en vrac pesés en rayon, le manque de raccourcis pour les codes produits fréquents des caissières expérimentées. 6 choses que les ingénieurs de la Lefebvre Tech n'avaient pas vues, parce qu'aucun d'eux n'avait jamais passé une journée derrière une caisse de supermarché. Johan, l'ingénieur senior du projet, avait ouvert la bouche pour objecter sur le premier point. Camille avait posé son stylo sur la table, calmement, et avait dit « Je vous propose de venir tenir la caisse 4 un vendredi après-midi entre 16h et 18h. Après ça, on en reparle. » Johan n'avait pas répondu. Antoine, assis en face, avait regardé la scène et senti quelque chose comme de l'admiration. Nette, directe, sans romantisme particulier, juste la reconnaissance d'une compétence réelle exercée avec une assurance tranquille. Elle traitait Mehdi, le jeune repositionneur qui apportait parfois le café, avec le même respect qu'elle traitait Antoine. Pas par calcul, pas pour faire bonne impression, simplement parce que c'était sa façon d'être dans le monde. Elle disait merci, et elle le pensait. Elle écoutait avant de répondre. Quand elle ne savait pas quelque chose, elle disait qu'elle ne savait pas, et elle revenait à la séance suivante avec la réponse. Antoine commença à arriver aux réunions, même quand il aurait parfaitement pu envoyer uniquement Johan. Il se donnait des raisons opérationnelles, il ne s'en donnait pas d'autres. Un jeudi soir, en quittant la réserve après une session qui s'était prolongée jusqu'à 20h, il croisa Fatou, la collègue de Camille, dans le couloir. « Elle mange jamais avant de fermer les yeux », dit Fatou à mi-voix en regardant Camille qui rangeait ses documents dans son classeur. Depuis que son fils est chez sa mère le jeudi, elle reste là jusqu'à ce que tout soit réglé. Ce n'était pas dit comme une critique, c'était dit comme quelque chose qu'on reconnaît chez quelqu'un qu'on admire. Antoine sortit dans la rue et resta quelques secondes devant la vitrine illuminée du magasin avant d'appeler son chauffeur. Quelque chose dans sa poitrine s'était remis à faire ce bruit de fond qu'il n'arrivait pas à nommer. Les semaines de septembre avaient cette lumière particulière à Paris, dorée le matin, blanche l'après-midi, puis rapidement grise vers 17h, comme si la ville se souvenait brusquement que l'été était terminé. Le Bonjour marché du 11e fermait à 22h, et les réunions dans la réserve du fond avaient pris un rythme qui ressemblait presque à une routine. Camille arrivait toujours avant les autres. Elle avait déjà sorti ses notes, déjà relancé l'ordinateur portable fourni par la Lefebvre Tech pour le projet, déjà cerclé en rouge les points à traiter en priorité sur l'ordre du jour qu'elle rédigeait elle-même chaque lundi soir depuis sa cuisine de Belleville. Après avoir couché Lucas, ce n'était pas de l'excès de zèle. C'était simplement sa façon d'aborder les choses. Elle avait appris très tôt qu'on ne pouvait pas se permettre d'arriver les mains vides quand on était la seule personne dans la pièce dont le poste de départ était une caisse de supermarché.
pas par amertume, par lucidité. Elle savait exactement ce qu'elle valait, et elle savait que certaines personnes mettraient plus de temps à le voir. Alors, elle documentait tout. Elle gardait des traces. Elle était précise. Antoine le remarquait. Il ne le disait pas encore, mais il le remarquait de la même façon qu'on remarque la qualité d'un silence, sans effort, avec une sorte d'évidence tranquille. Lors de la 3e semaine de collaboration, Johan avait présenté une nouvelle version du module de gestion des files d'attente. Camille avait écouté la démonstration complète sans l'interrompre, puis elle avait posé 3 questions dans l'ordre exact où elles auraient dû être posées lors du développement initial. La 2e question avait mis en évidence un bug que toute l'équipe de développement avait manqué depuis 2 mois. Johan avait eu le bon sens d'en rire. Antoine avait regardé Camille noter quelque chose dans son classeur et s'était dit que la Lefebvre Tech l'avait sous-estimé dans le chiffrage initial du contrat. Ce qui se construisait entre eux était difficile à nommer avec précision. Ce n'était pas une amitié, pas encore. Ce n'était pas autre chose non plus, pas encore. C'était quelque chose de plus discret, quelque chose qui ressemblait à du respect mutuel, s'approfondissant lentement à mesure que les semaines passaient, comme une teinte qui prend de l'intensité. Antoine avait pris l'habitude de rester 5 minutes de plus après la fin des réunions pour une question de rien, sur un point technique, sur une suggestion de Camille concernant l'interface, sur un détail d'organisation. Ces 5 minutes duraient parfois 21 minutes. Personne ne le commentait. Johan partait le premier, toujours pressé, toujours une réunion quelque part. Mehdi éteignait les lumières du couloir et laissait la porte du fond entr'ouverte. Et Antoine et Camille finissaient leurs échanges debout près de la table pliante, les bras légèrement croisés. La distance professionnelle maintenue, mais quelque chose dans le ton qui avait évolué vers quelque chose de moins formel, sans que l'un ni l'autre l'ait décidé consciemment. Un soir d'octobre, en rangeant ses affaires, Camille avait dit, presque pour elle-même, sans chercher à engager une conversation, que Lucas avait eu 10 ans le week-end précédent, qu'ils avaient fêté ça avec un gâteau au chocolat fait maison et un match de foot au Parc des Princes, place debout en virage, parce que c'était ce que son fils avait demandé, et que les places debout en virage coûtaient 32 € au lieu de 90. Elle avait dit ça sans aucune emphase particulière, sans attendre de réaction. Antoine avait répondu que les meilleures fêtes d'anniversaire étaient souvent les plus simples. Camille l'avait regardé une seconde, comme pour évaluer si c'était vrai ou poli. Elle avait conclu que c'était vrai. Elle avait refermé son classeur et dit bonsoir. Antoine était rentré ce soir-là dans son appartement du 4e arrondissement. 140 mètres carrés, vue sur les toits, parquet en chêne clair, cuisine équipée dont il n'utilisait que le lave-vaisselle et la machine à café. Et il avait regardé son salon comme s'il le voyait pour la première fois. Tout était à sa place. Tout était silencieux. Rien ne manquait. Et pourtant quelque chose dans cet espace parfaitement ordonné lui sembla ce soir-là d'un vide difficile à soutenir. 2 ans plus tôt, quand Isabelle était partie avec les cartons et les plantes et le chien, il avait réorganisé tout l'appartement en 1 semaine, avait fait venir un décorateur, avait changé les meubles du salon, s'était convaincu que le problème était l'espace, que si l'espace était différent, il se sentirait différent. Ça n'avait pas fonctionné, évidemment. L'espace était devenu plus beau et plus vide à la fois, ce qui était pire. Il avait comblé le reste avec le travail. Réunion à 8 heures du matin, dîner client jusqu'à 23 heures. Week-end de déplacement à Berlin ou à Amsterdam pour des conférences qui pouvaient tout aussi bien se tenir en visioconférence. Pas de chien, pas de plantes, pas d'anniversaire d'enfant avec des places debout en virage. Il ne s'apitoyait pas, ce n'était pas son style. Mais il y avait des soirs comme celui-là où quelque chose traversait le silence de son appartement et lui rappelait que remplir un agenda n'était pas la même chose que remplir une vie. La crise vint un mardi matin, entre 9h et 9h20. Sophie Bernard, directrice commerciale de la Lefebvre Tech depuis 6 ans, frappa à la porte de son bureau avec l'expression de quelqu'un qui a attendu le bon moment et a décidé que le bon moment c'était maintenant. Elle ferma la porte derrière elle, posa les mains à plat sur le bureau et dit directement, sans préambule inutile,
Je dois te parler du projet Bonjour Marché. » Antoine reposa son café. « Je t'écoute. Tu es présent sur le terrain 3 fois par semaine depuis 6 semaines. Pour un contrat de cette taille, la phase d'implantation est normalement gérée par Johan et son équipe. Ta présence répétée auprès d'une employée du client crée une situation qui peut devenir un problème. » Elle marqua une pause, puis ajouta, posément, « Un problème juridique, un problème de gouvernance et un problème de réputation pour la société, si ça mal tourne. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Il regarda par la fenêtre, la rue du Faubourg Saint-Antoine, les livreurs à vélo, les platanes dont les feuilles commençaient à jaunir. Camille Dubois est la référente opérationnelle du client sur ce projet. Ma présence est justifiée. Ta présence est justifiée à la réunion de lancement et au point d'étape mensuel, dit Sophie. Pas 3 fois par semaine dans la réserve d'un supermarché. Elle ne disait pas ça avec de la malveillance. Elle disait ça avec la précision froide d'une personne dont le travail était de protéger la société. 3,5 millions d'euros, Antoine. 13 autres unités après celle-ci. Je ne peux pas te laisser exposer le contrat à une ambiguïté relationnelle. Il n'y eut pas de scène, pas d'éclat. Antoine dit qu'il entendait ce qu'elle disait et que la semaine suivante, Johan gérerait les réunions de suivi. Sophie hocha la tête et sortit. Antoine resta seul dans son bureau, les yeux sur les platanes, et il sut avec une netteté désagréable que Sophie avait raison d'un point de vue professionnel et que cela ne changeait rien à ce qu'il ressentait. Il délégua. Il envoya un message à Johan disant qu'il serait moins présent sur le terrain pour les prochaines semaines, que l'équipe était tout à fait capable de gérer. Il ne dit pas pourquoi. Il n'envoya aucun message à Camille. Ce fut cette absence d'explication qui posa problème. Camille Dubois n'était pas une femme qui acceptait les zones d'ombre. Elle les avait trop vécues pour les tolérer. Julien avait passé 10 ans à ne pas expliquer ses absences, ses distances, ses silences, qui duraient des jours entiers avant qu'ils reprennent une conversation comme si rien n'avait eu lieu. Elle avait appris à ses dépens ce que coûtait d'accepter les non-dits comme une forme normale de communication. Alors quand Antoine disparut des réunions sans un mot, elle nota l'absence. La semaine d'après, elle la nota encore. Elle ne demanda rien à Johan, pas par fierté, mais parce que ce n'était pas à Johan de répondre. Elle continua à travailler. Elle continua à documenter les problèmes, à faire avancer le projet, à traiter Merdi et Johan avec le même soin qu'elle avait toujours eu. Et elle se dit qu'elle avait été naïve de penser que quelque chose s'était construit. Pas naïve au sens romantique du terme. Naïve au sens professionnel. Elle avait cru que la qualité de son travail serait toujours la mesure de la relation. Elle avait cru que quelqu'un qui venait 3 fois par semaine dans la réserve d'un supermarché, qui posait des questions réelles et écoutait des réponses réelles, voyait quelque chose de vrai. Peut-être que non. Peut-être que c'était exactement ce que ces gens-là faisaient. Ils s'intéressaient jusqu'à ce que ce soit incommode, et ensuite ils envoyaient une équipe. Elle mit cela de côté. Elle avait un fils, un loyer, un projet à faire aboutir. Sentir des choses était un luxe qu'elle pouvait se permettre le soir, dans sa cuisine, une fois la vaisselle rangée, pas pendant les heures de travail. Le samedi suivant, le système tomba à 16h42. Ce n'était pas un bug mineur. Le module central de gestion des caisses, celui que la Lefebvre Tech avait installé dans les 3 premières unités du contrat, s'était figé complètement, sans message d'erreur, sans possibilité de relancer manuellement. Les 16 caisses du magasin s'arrêtèrent en même temps. Un samedi après-midi, entre 16 et 19 heures, c'était le pic de la semaine. File d'attente de 15 à 20 personnes par caisse, les livraisons du week-end, les clients pressés. Le directeur fut averti en 2 minutes. Il appela Johan. Johan tenta une relance à distance depuis son appartement du 14e arrondissement, échoua, rappela avec une solution de contournement partiel qui ne fonctionnait que sur 6 caisses sur 16. La perte estimée, si le système restait bloqué jusqu'à la fermeture, était de 160 000 € pour la seule unité du 11e, sans compter le risque de pénalité contractuelle et l'impact sur les 13 unités restantes du déploiement. Camille était en salle de pause quand l'alarme opérationnelle avait retenti. Elle n'avait pas attendu qu'on lui dise quoi faire.
Elle avait appelé Johan elle-même, écouté sa tentative de solution, identifié en 30 secondes pourquoi elle ne fonctionnerait pas sur les 10 caisses restantes. Parce que celle-là avait été installée avec la version 2.3 du firmware et non la 2.4, et que le contournement de Johan était calibré pour la 2.4. Johan avait dit qu'il fallait attendre l'astreinte technique. L'astreinte technique était à Nantes pour le week-end. Camille ouvrit son téléphone. Elle trouva le numéro d'Antoine dans le contrat de projet qu'elle avait scanné et sauvegardé sur son téléphone 6 semaines plus tôt. Elle l'appela. Il décrocha à la deuxième sonnerie. « Il me faut vous, pas votre technicien. Vous. » Sa voix était calme, précise, pas d'affolement, pas de colère, uniquement l'urgence froide de quelqu'un qui sait exactement ce dont la situation a besoin. Le système est en panne sur 10 caisses. Johan ne peut pas résoudre à distance. J'ai isolé le problème. C'est une question de version firmware 2.3 contre 2.4. Vous avez accès aux droits d'administrateur côté serveur que Johan n'a pas. Un silence d'une seconde. Puis Antoine dit « J'arrive ». Il fut là en 30 minutes, veste jetée sur le siège passager, sans cravate, les manches déjà remontées quand il poussa la porte de service du magasin. Camille l'attendait à l'entrée de la réserve avec son ordinateur ouvert sur la table pliante, le log d'erreur déjà affiché, les numéros de série des 10 caisses concernées notés dans l'ordre sur une feuille. Il s'assit. Il regarda. Il dit « Vous avez raison sur le firmware ». Elle dit « Je sais, la question c'est comment on corrige ça sans redémarrer tout le serveur principal ». Il répondit « Il y a un patch d'urgence dans l'environnement de test qu'on n'a pas encore déployé en production. Je peux l'appliquer manuellement caisse par caisse. » Elle dit « Combien de temps par caisse ?» Il répondit « 15 minutes si tout va bien ». Elle fit le calcul mentalement. On commence par les caisses en viande et produits frais. C'est là que les files sont les plus longues, le samedi soir. Ils travaillèrent pendant 2h45. Antoine sur le clavier, Camille qui allait vérifier chaque caisse après le patch et revenait avec un pouce en l'air ou un signe de tête négatif si quelque chose n'allait pas. Mehdi faisait l'interface avec le directeur. À 19h27, la dernière caisse était revenue. Le directeur passa la tête dans la réserve, dit « Merci » d'une voix qui contenait beaucoup plus que le mot, et repartit gérer la fermeture. Ils restèrent assis en silence 1 minute. L'adrénaline redescendant lentement, les épaules qui se déposaient. Antoine ferma son ordinateur. Camille regarda la feuille avec les numéros de série des caisses et la plia soigneusement avant de la glisser dans son classeur. Même en urgence, elle gardait les traces. « Vous avez faim ?» dit Antoine. Elle le regarda pas longtemps. « Oui. » Il y avait un petit kiosque en face du marché, tenu par un homme d'une 60aine d'années, qui vendait des hot-dogs parisiens jusqu'à 22h. Pain viennois légèrement grillé, moutarde à l'ancienne, cornichons. Ils s'assirent sur les 2 tabourets hauts du comptoir extérieur, sous une ampoule jaune qui se balançait légèrement dans le vent d'octobre. Antoine commanda 2 hot-dogs et 2 orangina. Camille déballa le sien avec le soin de quelqu'un qui a faim pour de vrai. La moutarde était forte, le pain chaud, les cornichons croquants. Ni l'un ni l'autre ne parla d'abord. Il y avait quelque chose dans ce silence-là qui était différent des silences professionnels de la réserve, moins tendus, moins structurés. Simplement 2 personnes mangeant dans la nuit parisienne après avoir résolu quelque chose ensemble. La rue était calme. Un scooter passa. Des voix lointaines depuis le café d'en face. L'ampoule jaune continuait à se balancer. Antoine mordit dans son hot-dog et rit. Ce n'était pas préparé, ce n'était pas social. C'était le rire de quelqu'un qui vient de passer 2h45 sous pression et qui mange un hot-dog sur un tabouret au lieu de dîner dans un restaurant avec des gens qui parlent de valorisation d'actifs et qui trouvent ça, sincèrement, profondément, bien mieux. Camille le regarda de côté. « Quoi ?» Il secoua la tête. « Rien, c'est bon. » Elle dit « C'est 3,50 €. Il dit « Je sais. » Ils mangèrent en silence encore un moment, et ce silence était confortable d'une façon qu'Antoine n'avait pas ressentie depuis un temps qu'il aurait été incapable de chiffrer. Puis il dit, sans avoir vraiment planifié de le dire, « Je vous ai vu sortir du cabinet notarial de la rue de Rivoli, en août, le même matin que moi. » Il regarda devant lui. «
pas vers elle. Je ne savais pas votre nom, vous ne m'aviez pas vu. Mais la façon dont vous marchiez en sortant de là, j'ai pensé à ça plusieurs fois depuis. Camille posa son hot-dog sur le comptoir. Pas brusquement, posément, avec le soin de quelqu'un qui a besoin d'avoir les mains libres pour penser. Elle regarda la rue devant elle. Un couple passait sur le trottoir d'en face, enlacé, parlant bas. Le kiosquier essuyait le comptoir à l'autre bout sans les regarder. Elle resta silencieuse assez longtemps pour qu'Antoine commence à regretter d'avoir parlé. Puis elle dit « Comment vous marchiez, vous, en sortant de là ?» Ce n'était pas une attaque. C'était une vraie question, directe, sans détour, posée avec cette précision tranquille qui était la sienne. Antoine prit le temps d'y répondre honnêtement. « Mal !» dit-il. « Je suis resté dans mon bureau jusqu'à 2 heures du matin avec les lumières éteintes. » Il marqua une pause. C'était il y a 2 ans. Camille récupéra son hot-dog. Elle mangea une bouchée, réfléchit. « Moi, j'avais déjà tout pleuré avant, dit-elle. 15 mois, alors quand j'ai signé, il n'y avait plus rien à pleurer. C'est ça que vous avez vu. Pas du courage, de l'épuisement transformé en posture. » Antoine la regarda de côté. « Je ne suis pas sûr que ce soit si différent. » Elle ne répondit pas immédiatement. L'ampoule jaune continuait à se balancer au-dessus d'eux. Quelque part dans la rue, un enfant riait. Un rire aigu et bref, depuis une fenêtre ouverte. Camille pensa à Lucas endormi chez sa mère ce soir, le drap remonté jusqu'au menton comme il dormait toujours, le petit sifflement du nez qu'il avait depuis tout petit. Elle pensa à la façon dont les enfants dorment avec une confiance absolue dans le lendemain. Elle pensa que c'était peut-être ça la vraie définition du courage. Pas l'absence de peur, mais continuer quand même. « Je ne vais pas être le projet de quelqu'un », dit-elle enfin. Sa voix était calme, pas dure, calme, comme tout ce qu'elle disait quand c'était important. Ni moi, ni Lucas, j'ai passé 10 ans à essayer de devenir ce que quelqu'un voulait que je sois. Je ne recommence pas. Antoine posa son orangina sur le comptoir. Il la regarda franchement, sans chercher à embellir ce qu'il allait dire. « Vous avez été la seule personne depuis 2 ans qui m'a traité comme un technicien qui avait des choses à apprendre, pas comme un CEO qui sait tout. » Il dit ça posément, sans emphase, comme un fait établi. Ce soir, Johan n'aurait pas su quelle caisse corriger en premier. Vous, si, je ne suis pas venu vous sauver. C'est moi qui avais besoin de vous. Camille le regarda. Pas longtemps, juste assez pour évaluer si c'était vrai. Elle avait appris à faire la différence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils voulaient dire. Elle avait appris ça à ses dépens, longuement, douloureusement. Julien avait été éloquent. Julien avait eu des mots pour chaque occasion. Les mots n'avaient rien empêché. Ce qui l'arrêta avec Antoine, ce n'était pas ce qu'il avait dit. C'était ce qu'il avait fait. Il était arrivé en 30 minutes un samedi soir, sans question, sans négociation, sans envoyer quelqu'un à sa place. Il s'était assis devant l'ordinateur et il avait travaillé. Il avait demandé quelle caisse en premier et il avait fait confiance à sa réponse sans la remettre en question une seule fois. Pendant 2h45, il n'avait pas été le CEO de la Lefebvre Tech. Il avait été quelqu'un qui résolvait un problème avec elle. Pas pour elle. Elle finit son hot dog. Elle dit « On verra ». Ce n'était pas une fermeture. C'était exactement ce que c'était. On verra. Une porte entrebâillée, pas une porte ouverte. Pas une promesse, pas un refus. La seule réponse honnête qu'elle pouvait donner. Antoine acquiesça. Il ne chercha pas à obtenir davantage. C'était, pensa-t-il sans se l'expliquer tout à fait, la bonne réponse. Ils finirent leurs oranginas. Le kiosquier leur dit bonne nuit avec un geste de la main. Ils marchèrent quelques mètres sur le trottoir dans des directions différentes, et Camille prit le métro ligne 5 direction Bobigny, debout près de la porte, les mains autour de la bandoulière de son sac, regardant le tunnel défiler dans la vitre noire. Elle ne pensait à rien de précis. Elle était simplement là, dans ce wagon qui sentait le métal tiède et le caoutchouc, avec la sensation d'avoir dit quelque chose de vrai à quelqu'un qui l'avait entendu. C'était rare. Elle l'avait presque oublié. Les jours qui suivirent avancèrent prudemment, comme des premières phrases dans une conversation où on ne sait pas encore quel registre adopter. Antoine revint sur le terrain.
officiellement pour superviser le déploiement des unités suivantes du contrat, ce que Sophie Bernard ne pouvait pas contester sans argument opérationnel valable. Camille continua à gérer le projet avec la même rigueur qu'avant, les mêmes notes précises, le même respect identique pour tout le monde dans la salle. Mais quelque chose avait légèrement changé dans la texture des échanges. Une franchise supplémentaire, un espace de moins entre les mots. Un mardi matin, en arrivant dans la réserve, Antoine avait posé sur la table un sachet de viennoiserie d'une boulangerie artisanale de la rue de la Roquette. 2 croissants, un pain au chocolat. Pour l'équipe, dit-il. Johan prit le pain au chocolat sans commentaire. Camille prit un croissant, dit merci et reprit ses notes. Mais elle remarqua que le croissant était encore chaud, ce qui voulait dire qu'il était passé à la boulangerie juste avant d'arriver, pas la veille. Elle remarqua ça et elle n'en fit rien. Elle le mit simplement dans la colonne des choses vraies. Le jeudi suivant, Camille avait 1 heure libre entre la fin de sa plage horaire en caisse et la réunion de l'après-midi. Elle alla s'asseoir dans le petit square au bout de la rue Saint-Maur avec un café en gobelet et appela sa mère à Lyon. Un appel de 20 minutes qui ressemblait à tous leurs appels. Sa mère demandant comment allait Lucas, Camille répondant bien, sa mère demandant comment elle allait, Camille répondant bien, et puis sa mère disant « Je t'entends différemment », avec ce radar indestructible des mères qui ne demandent aucune explication pour fonctionner. « Je vais bien, maman », avait dit Camille. Sa mère avait dit « avec la prudence de quelqu'un qui sait que « est suffisant pour l'instant. Elles avaient raccroché. Camille avait fini son café en regardant les moineaux sur le gravier. Pella priméravait depuis des mois. Elle n'avait pas passé la pause à faire mentalement la liste des choses à régler. Le week-end d'après, Antoine avait demandé, par message, brièvement, sans pression détectable dans la formulation, si elle et Lucas seraient disponibles un dimanche au Jardin du Luxembourg. « Lucas aime le foot », avait-il écrit. « Il y a des gens qui jouent là-bas le dimanche matin, pas obligatoire. C'est une proposition, pas un agenda. » Camille avait regardé le message 2 fois. Pas pour l'analyser, pour décider ce qu'elle en faisait vraiment, sans s'inventer des raisons, ni dans un sens ni dans l'autre. Elle avait répondu « Dimanche prochain, on arrive vers 10h30. » Ce premier dimanche au Luxembourg fut ce qu'il était. Un dimanche, pas une mise en scène. Lucas arriva avec son ballon sous le bras et la méfiance tranquille d'un enfant de 10 ans qui sait très bien lire les situations d'adultes et qui avait décidé de ne pas se prononcer avant d'avoir suffisamment d'informations. Antoine lui serra la main comme à un adulte. Lucas trouva ça correct. Ils marchèrent jusqu'à l'espace dégagé près du bassin et 3 hommes qui jouaient là les invitèrent à se joindre à eux. Lucas marqua 2 buts, dont un qui était vraiment bien. Antoine joua comme quelqu'un qui n'avait pas joué depuis longtemps, mais qui ne trichait pas sur son niveau pour impressionner l'enfant. Lucas trouva ça encore plus correct. Camille s'assit sur un banc et les regarda. Le soleil de novembre était froid et horizontal, posant une lumière dorée pâle sur les feuilles mortes qui recouvraient les allées. Des enfants couraient plus loin. Des vieillards jouaient aux échecs sous les arbres. Paris était là, entière, dans cette lumière-là. Et Camille avait les mains autour d'un café qu'elle avait acheté au kiosque de l'entrée, et elle se permettait, juste ce matin-là, de ne penser à rien d'autre qu'à ce qu'elle voyait. Son fils qui courait, un homme qui jouait sans chercher à paraître, le ciel gris-bleu au-dessus des marronniers, pas de larmes, pas de serments. Quelque chose de différent, quelque chose de chaud et discret qui ressemblait, si elle ne forçait pas trop la définition, à une matinée qui se passe bien. En rentrant, Lucas dit, depuis la banquette arrière du taxi qu'Antoine avait appelé, parce que le métro était en travaux ce dimanche. « Il est pas chiant !» Camille avait regardé son fils dans le rétroviseur. « C'est un compliment. » Lucas avait haussé les épaules de la façon dont les 10 ans haussent les épaules quand ils accordent quelque chose de plus que prévu. « Ouais. » Antoine avait regardé par la fenêtre du taxi et n'avait rien dit, mais Camille vit, dans le reflet de la vitre, quelque chose qui ressemblait à un sourire retenu. Novembre avança, les réunions de projet continuaient, précises, productives. Le déploiement progressait selon le calendrier.
Johan avait pris l'habitude de dire en réunion de direction que la référente client était une des meilleures interlocutrices terrain qu'il avait eues sur un projet. Ce qui pour Johan, homme économe en compliment, représentait une déclaration d'une certaine importance. Sophie Bernard reçut le compte-rendu mensuel du projet Bonjour Marché avec un taux d'avancement de 104% sur les objectifs de mi-parcours et ne dit rien d'autre que bien. Un jeudi soir de la 3e semaine de novembre, Antoine et Camille finirent une réunion à 20h30 et marchèrent ensemble jusqu'au métro Voltaire. Ce n'était pas planifié, simplement la même direction pendant 400 mètres. Ils parlèrent du projet pendant les 2 premières minutes, puis la conversation glissa naturellement vers autre chose. Antoine demanda depuis combien de temps elle travaillait dans la grande distribution. Elle dit depuis ses 26 ans, d'abord à Bordeaux, puis Paris, quand Julien avait trouvé un poste à la rédaction d'un journal du 14e. Elle avait suivi. Elle n'avait pas repassé de concours. Elle avait pris le premier emploi stable disponible dans le quartier, et le premier emploi stable disponible avait été caissière au Bonjour Marché du 11e. 9 ans plus tard, elle y était encore. Elle ne le disait pas avec amertume. Elle le disait avec la précision factuelle de quelqu'un qui connaît l'histoire par cœur et n'a plus besoin de la commenter. « Vous avez un diplôme ?» demanda Antoine. Pas avec la condescendance de quelqu'un qui cherche à situer, mais avec la curiosité directe de quelqu'un qui essaie de comprendre une trajectoire. « BTS Commerce », dit-elle, « et un DU en gestion de flux que j'ai préparé en cours du soir, il y a 4 ans. Pendant les 2 premières années de la séparation, quand Julien était encore là, mais qu'on ne se parlait plus vraiment. » Elle marqua une légère pause. C'était quelque chose à faire entre 21h et 23h, qui n'impliquait pas de regarder la télévision en faisant semblant. Antoine réfléchit à ça. « C'est pour ça que vous avez vu les bugs que Johan n'avait pas vus. C'est pour ça et parce que j'ai tenu une caisse pendant 9 ans, dit Camille. La théorie des flux, c'est utile. Mais rien ne vaut d'avoir une file de 20 personnes devant soi, un samedi à 17h, pour comprendre exactement où un système dysfonctionne. » Ils s'arrêtèrent devant l'entrée du métro. La rue était animée. Restaurants qui ouvraient leurs portes, groupes de jeunes gens, le bruit habituel du 11e en début de soirée. Camille sortit son passe Navigo. Antoine dit « Il y a quelque chose que je voudrais vous proposer. » Pas ce soir, c'est une vraie proposition qui mérite un vrai cadre. Est-ce que vous pouvez prévoir 30 minutes la semaine prochaine ? Camille le regarda. Vous me proposez quoi ? Je vous le dis, la semaine prochaine, dit-il, parce que je veux prendre le temps de le formuler correctement. Elle hésita une seconde, puis elle dit, mercredi, midi. Il y a un café rue de la Folie Méricourt qui n'est pas trop bruyant. Il dit, j'y serai. Elle descendit les marches du métro sans se retourner. Antoine resta sur le trottoir une seconde, les mains dans les poches de son manteau, regardant l'entrée du couloir souterrain. Quelque chose dans sa poitrine avait cette chaleur discrète qu'il ne savait pas bien nommer encore. Pas de l'excitation, pas de l'impatience. Quelque chose de plus calme. Quelque chose qui ressemblait à une direction. Le mercredi, il était au café rue de la Folie Méricourt à 11h55. Il avait une proposition écrite dans un document d'1 page, précis, chiffré, rédigé comme une vraie offre professionnelle, parce qu'il savait que c'était la seule façon dont Camille l'entendrait vraiment. Elle arriva à midi pile. Elle commanda un café allongé. Elle lut le document entier sans l'interrompre du regard. Consultante en usabilité opérationnelle pour la Lefebvre Tech, contrat de 12 mois, 2 900 € par mois, organisation des missions validées conjointement pour respecter les contraintes familiales, périmètre défini en acte de projet dès le premier jour. Elle lut la dernière ligne, puis elle posa le document sur la table et dit « Je veux 2 modifications. » Antoine sortit un stylo. « Je vous écoute. » La clause de non-renouvellement automatique. Je veux qu'il y ait un préavis de 60 jours des 2 côtés, pas 30. Dit-elle, et je veux que le périmètre des missions inclue explicitement le droit de refuser une intervention si elle tombe sur une journée scolaire de Lucas sans préavis suffisant, par écrit dans le contrat. Antoine nota les 2 points. D'accord pour les 2. Elle le regarda. Vous n'allez pas vérifier avec votre juriste ? Je vais vérifier avec mon juriste,
dit-il. Mais je vous dis d'accord maintenant, parce que ces 2 points sont raisonnables et que vous avez raison de les demander. Camille prit son café. Elle réfléchit une dernière fois. Pas à la proposition, qui était honnête et claire, et dont elle avait déjà fait le tour mentalement avant d'arriver. Elle réfléchissait à autre chose, à quelque chose de plus difficile à formaliser. Elle réfléchissait à ce que ça voulait dire d'accepter quelque chose de quelqu'un quand ce quelqu'un n'était plus uniquement un prestataire mais commençait à être autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas encore nommé et qu'elle n'était pas prête à nommer encore. « Je lis chaque clause avant de signer, dit-elle. « Je sais, dit Antoine. Je compte là-dessus. » Elle posa sa tasse. « Envoyez-moi la version modifiée. » Ce n'était pas un oui avec des réserves. C'était un oui, dit de la seule façon dont elle savait dire les choses importantes, directement, sans ornement, avec toute la signification que les mots portaient et pas un gramme de plus. Antoine rangea son stylo. Il dit « Merci ». Et il le pensait d'une façon qui n'avait rien à voir avec la politesse. Décembre arriva sur Paris avec ses lumières et son bruit particulier. Les guirlandes le long des grands boulevards, les marchés de Noël qui sentaient la cannelle et le vin chaud, les vitrines des grands magasins illuminés comme des théâtres miniatures. Le Bonjour Marché du 11e avait installé ses décorations de saison avec l'efficacité pragmatique d'un commerce qui sait que les fêtes représentent 22% du chiffre d'affaires annuel. Quelques guirlandes aux caisses, une musique de fond qu'on entendait surtout dans les rayons du fond, des présentoirs de chocolats et de bûches glacées près de l'entrée. Camille avait aidé à installer tout ça un lundi matin avant l'ouverture, avec Fatou et 2 collègues du rayon boulangerie, en buvant un café trop sucré dans un gobelet en carton, et elle avait trouvé ça bien. Ce mélange de fatigue et de familiarité, la façon dont les années se posaient les unes sur les autres, sans effacer ce qu'il y avait eu avant. Le contrat de consultante avait été signé la 2e semaine de novembre, après que le juriste de la Lefebvre Tech avait intégré les 2 modifications sans discussion. Camille l'avait lu dans son intégralité à la table de sa cuisine. Lucas endormi, une tisane refroidissant à côté d'elle. Elle avait pris 1 heure. Elle avait annoté 3 points à clarifier, envoyé ses remarques par email le lendemain matin, reçu les réponses en fin de journée, et signé le lendemain. Pas avant. Elle n'avait pas signé avant d'avoir les réponses. Sa vie avait désormais 2 rythmes superposés. Les matinées au Bonjour Marché, où elle continuait ses horaires de caissière jusqu'à la fin du déploiement dans l'unité du 11e, et les après-midi ou soirées consacrées aux missions de consultante, documentées dans des rapports qu'elle rédigeait avec la même précision que ses notes de réunion. Elle avait commencé à visiter d'autres unités de la chaîne, le Bonjour Marché du 19e, celui de Montreuil, celui de Saint-Denis, pour évaluer les spécificités d'exploitation de chaque site avant l'installation du système. Elle prenait le RER, le métro, parfois un Vélib quand les horaires le permettaient. Elle emportait son classeur et ses questions. Elle revenait avec des observations que personne d'autre dans l'équipe projet n'avait faites, parce que personne d'autre dans l'équipe projet n'avait l'habitude de regarder une caisse du côté de celle qui la tient. Antoine lisait ses rapports, le soir, dans son appartement du 4e, souvent tard. Ils étaient rédigés dans un français précis et direct, sans fioritures, avec une logique qui allait droit au problème et proposait des solutions avant même qu'on les ait demandées. Il avait dit à Sophie Bernard, lors d'un point d'équipe, que le niveau de documentation produit par la consultante externe sur le projet Bonjour Marché était supérieur à ce que la majorité des consultants internes produisaient sur des projets comparables. Sophie avait levé les yeux de son écran. « À 2 900 € par mois, avait-elle dit. C'est le minimum qu'on est en droit d'attendre. » Antoine avait dit « Tu as raison. » Ce qu'il n'avait pas dit, c'est que 2 900 € par mois était en dessous de ce que cette qualité de travail méritait et qu'il le corrigerait au renouvellement du contrat. Les dimanches au Luxembourg devinrent une habitude de décembre. Pas tous les dimanches. Camille avait des week-ends avec sa mère, des obligations de famille, des matinées où Lucas avait un match avec son équipe de foot du quartier.
Mais quand c'était possible, ils se retrouvaient là, avec le même rituel simple, café au kiosque, promenade, Lucas qui courait, ou qui jouait, ou qui lisait assis sur un banc, en ignorant le froid, avec la majesté des enfants qui ne sentent pas les températures. Antoine avait appris que Lucas aimait les trains, la géographie et les chips au sel et vinaigre, dans cet ordre. Lucas avait appris qu'Antoine ne savait pas faire la différence entre un défenseur central et un milieu relayeur, ce qu'il considérait comme une lacune éducative grave et dont il avait entrepris de le corriger avec la patience méthodique d'un enseignant qui ne désespère pas de son élève. Camille observait tout ça de son banc habituel, les mains autour de son café, et elle sentait quelque chose se déposer en elle doucement, pas une grande vague d'émotion. Rien de cinématographique. Quelque chose de plus discret, comme quand les jours commencent à rallonger au mois de janvier et qu'on ne s'en aperçoit qu'à la 3e semaine, quand on réalise qu'il fait encore un peu clair à 17 heures. Quelque chose grandissait sans se montrer. Elle le laissait grandir sans lui mettre de nom. Un dimanche de la mi-décembre, alors qu'il rentrait du Luxembourg par le bus et que Lucas s'était endormi contre la vitre avec le calme absolu des enfants fatigués, Antoine dit à voix basse, pour ne pas réveiller le garçon, « Mon père est mort en octobre. Je ne vous l'avais pas dit. » Camille le regarda. Il regardait devant lui, les mains sur ses genoux, la nuque légèrement inclinée. Pas en train de chercher de la sympathie, en train de dire quelque chose de vrai parce que le silence du bus et l'enfant endormi et la nuit de Paris par les fenêtres créaient l'espace pour dire des choses vraies. « Vous étiez proche ?» dit-elle doucement. « Non. » dit-il. Puis, après un moment, « C'est pour ça que c'est compliqué. On n'était pas proche et il est mort, et maintenant, on ne peut plus l'être. C'est une perte différente de ce que les gens imaginent quand vous leur dites que vous avez perdu votre père. » Camille ne dit pas « je suis désolée ». Enfin si, elle le dit. Mais après autre chose. Elle dit d'abord « c'est la perte de la possibilité ». Et Antoine la regarda alors avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait à du soulagement. Le soulagement de quelqu'un à qui on vient de rendre intelligible quelque chose qu'il portait sans pouvoir le formuler. « Oui, » dit-il, « c'est exactement ça. » Lucas soupira dans son sommeil et se retourna légèrement contre la vitre. Camille posa une main brève sur l'épaule de son fils pour le stabiliser, puis la retira. Le bus avançait dans Paris, illuminé de décembre. Ils ne dirent plus rien d'autre jusqu'à l'arrêt de Belleville, mais ce silence-là était différent de tous les silences d'avant, plus profond, plus habité, comme si quelque chose qui avait longtemps occupé un espace intermédiaire venait de trouver sa place. En descendant du bus, Lucas réveillé et reprenant son ballon sous le bras avec l'automatisme du dormeur qui ne lâche pas ses affaires, Antoine dit bonsoir à Camille avec la même normalité que d'habitude. Elle dit bonsoir. Lucas dit à plus, ce qui était sa version de A+, contraction et économie de consonne. Antoine rit doucement. Camille prit la main de son fils et marcha vers la rue de Tourtille. Elle ne se retourna pas. Mais elle sut, avant d'avoir atteint la porte de l'immeuble, qu'il était encore là sur le trottoir une seconde. Ce fut précisément à ce moment, pas avant, pas après, que Camille Dubois admit à elle-même, dans la confidentialité absolue de ses propres pensées, qu'elle tenait à cet homme, pas d'une façon qui la mettait en danger, pas d'une façon qui lui faisait peur, d'une façon honnête, construite sur des semaines de choses réelles, des problèmes résolus ensemble, des croissants encore chauds, une question sur le firmware posée à la bonne seconde, la perte de la possibilité dite dans un bus de nuit. Elle tenait à lui parce qu'il avait été cohérent. Pas parfait. Il avait disparu sans explication pendant 2 semaines. Il avait mis du temps à comprendre que déléguer n'était pas une solution quand ce qu'on fuyait, c'était soi-même. Mais quand ça avait compté, il était venu. Elle mit ça aussi dans la colonne des choses vraies. Janvier arriva avec son froid tranchant et ses rues grises, le Paris d'après-fête qui semblait toujours légèrement défait, guirlandes retirées, ciel bas, les gens qui reprennent les habitudes avec la lenteur de quelqu'un qui remet un manteau trop lourd. Camille avait passé Noël à Lyon chez sa mère. Lucas survoltait du matin au soir entre les cousins et les cadeaux et les repas qui duraient jusqu'à l'épuisement général.
Elle était rentrée à Paris le 27 décembre avec la valise, les chocolats que sa mère avait glissés dedans en douce et quelque chose de reposé dans le corps. Non pas que les fêtes les reposaient, les fêtes ne reposaient jamais vraiment. Mais Lyon avec sa mère et le canapé du salon et le bruit des enfants avaient quelque chose de fondamental qui lui manquait le reste de l'année. Antoine avait passé Noël seul. Il ne l'avait pas dit. Elle l'avait compris à la façon dont il avait répondu à son message du 24 décembre, un message neutre et poli comme on en envoie à un collègue, et dont la réponse avait été rapide, trop rapide pour quelqu'un entouré de monde, et un peu trop brève pour quelqu'un qui avait quelque chose à faire. Elle n'avait pas commenté. Elle avait envoyé un second message le lendemain matin, juste une photo que Lucas avait prise depuis la fenêtre de sa grand-mère, les toits de Lyon sous une légère neige, une lumière blanche et douce, sans légende. Antoine avait répondu « beau », rien de plus. Elle avait trouvé que c'était suffisant. La 3e semaine de janvier, lors d'un déjeuner de travail dans un restaurant simple du Marais, tables en bois, ardoises au mur, le genre d'endroit où on pouvait parler sans avoir à baisser la voix, Antoine dit quelque chose qu'il avait visiblement préparé, pas dans le sens d'une mise en scène, mais dans le sens de quelqu'un qui a réfléchi à comment dire une chose importante sans la déformer. « Je ne sais pas exactement ce qu'on est en train de construire », dit-il. Mais je voudrais vous demander si vous seriez d'accord pour qu'on continue à le construire. Pas à toute allure, pas avec des promesses sur ce que ça deviendra. Juste continuer. Camille coupa un morceau de son cabillaud. Elle mâcha, regarda la table un instant, puis elle leva les yeux. « Je suis d'accord pour continuer, dit-elle, à une condition. Laquelle? Si quelque chose change, dans votre tête, dans votre situation, dans ce que vous ressentez, vous me le dites, directement. Sans déléguer à votre équipe et sans disparaître 2 semaines. » Antoine ne sourit pas parce que c'était sérieux et qu'il le savait. « D'accord, dit-il. Et vous pareil. » Elle acquiesça. Et moi pareil. Ils finirent leur déjeuner en parlant du projet. Les unités de Saint-Denis posaient un problème de configuration particulier. Il y avait une décision à prendre sur l'architecture réseau. Camille avait des notes. Antoine avait des questions. C'était un déjeuner de travail. Et c'était autre chose aussi, et les 2 choses coexistaient sans se gêner proprement, comme 2 personnes adultes qui savent faire la différence entre les registres sans avoir besoin de les séparer par des frontières artificielles. Février apporta les premiers vrais froids de l'hiver, le genre de froid qui rendait le métro presque agréable par contraste, qui faisait que les cafés sentaient le manteau humide et le chocolat chaud, qui poussait les gens à marcher plus vite sur les trottoirs. Camille avait acheté des bottes fourrées pour Lucas, 38 € en solde, taille 35, semelle antidérapante, parce que son fils avait une tendance historique à glisser sur les surfaces mouillées. Elle les avait trouvées dans une boutique de déstockage de la rue Oberkampf, entre 2 réunions. Et elle était rentrée ce soir-là avec les bottes sous le bras et un sentiment de satisfaction simple et profond. Le sentiment d'avoir trouvé exactement ce qu'il fallait au bon prix au bon moment. Ce plaisir particulier que seuls connaissent ceux qui ont appris à compter. Un vendredi soir de la fin février, Antoine l'attendait à la sortie du Bonjour Marché avec 2 cafés en gobelet. Elle n'avait pas su qu'il serait là. Il avait un dîner ce soir-là. Il lui avait dit ça 2 jours avant. Elle s'arrêta sur le trottoir. « Votre dîner ?»« J'ai annulé, dit-il. » Il lui tendit un café. C'était un dîner de réseau. 90 personnes dans un hôtel du 8e qui se parlent en échangeant des cartes de visite. Il marqua une pause. « Je préfère être là. » Camille prit le café. Elle le regarda une seconde. Cet homme en manteau sombre, debout sur le trottoir du 11e sous un réverbère, avec 2 gobelets en carton, qui avait annulé un dîner de 90 personnes pour apporter un café à quelqu'un qui sortait d'une journée de travail ordinaire. Elle pensa à tout ce que ça représentait. Elle pensa que certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être comprises. Ils marchèrent jusqu'à la rue de la Roquette et s'assirent dans un bar à vin tranquille où le patron connaissait Antoine de nom et les installa sans cérémonie près de la fenêtre. Ils parlèrent longtemps du projet, de Lucas, du père d'Antoine encore, un peu, de la façon dont Camille avait appris à aimer Paris sans aimer Julien,
de la différence entre une ville qui vous appartient et une ville où vous vivez. Dehors, Paris était froide et lumineuse. Les passants pressés, un accordéon quelque part au loin, vrai ou imaginé, difficile à dire. Pela première V depuis une période qu'elle n'aurait pas su dater précisément, Camille Dubois était assise quelque part le soir et elle n'avait pas envie d'être ailleurs. Pas dans son appartement, pas au lit à lire, pour oublier la journée. Là, cette table, cette fenêtre, cet homme en face d'elle qui écoutait vraiment quand elle parlait, dont les mains tenaient son verre de vin avec cette légèreté tranquille des gens qui n'ont plus rien à prouver. Ce n'était pas de l'amour avec un grand A et des majuscules partout. C'était quelque chose de plus solide et de moins spectaculaire. Deux adultes qui avaient chacun traversé quelque chose de difficile et qui choisissaient, semaine après semaine, de revenir. Pas parce que c'était facile, parce que c'était vrai. Et la vérité, elle avait appris ça à 35 ans dans un appartement de 38 mètres carrés à Belleville. La vérité ne ressemble jamais tout à fait à ce qu'on avait imaginé. Elle est plus petite et plus résistante. Elle tient dans un gobelet de café sur un trottoir. Elle tient dans la voix d'un enfant qui dit à Pluche. Elle tient dans 2h45 à réparer des caisses ensemble un samedi soir, et dans la façon dont quelqu'un note exactement ce qu'il faut noter avant même qu'on lui demande. Mars arriva comme il arrive toujours à Paris. Par intermittence, un jour de soleil pour 3 jours de pluie, les platanes qui commençaient à bourgeonner timidement avant qu'un coup de froid les fasse se rétracter, la ville hésitant entre deux saisons comme quelqu'un qui n'a pas encore décidé quel manteau mettre. Camille avait toujours aimé Mars pour cette raison précise, non pas pour sa beauté qui était inconstante, mais pour son honnêteté. Mars ne prétendait pas être ce qu'il n'était pas encore. Le projet Bonjour Marché avançait vers sa phase finale. 11 des 14 unités étaient déployées, les systèmes stabilisés, les équipes formées. Il restait 3 magasins, Vincennes, Ivry et Clichy, dont les installations étaient prévues entre mars et fin avril. Camille avait rédigé pour chacune d'elles une fiche de préparation spécifique, tenant compte des particularités de chaque site. Le flux inhabituel du Vincennes, le mercredi après-midi, à cause du marché couvert en face. La configuration atypique des caisses d'Ivry, où l'espace entre les bornes d'auto-encaissement était insuffisant pour les poussettes, le personnel de Clichy, qui avait une moyenne d'âge plus élevée, et pour qui la formation devrait être adaptée en rythme et en vocabulaire. Ces fiches faisaient une dizaine de pages chacune. Elle les avait envoyées à Antoine et à Johan un lundi matin, sans commentaire particulier, juste fiches de préparation sites finaux, voire pièces jointes. Johan avait répondu en 20 minutes. Camille, la fiche Ivry m'a évité un problème que j'aurais découvert le jour J. Merci. Antoine avait répondu 2 heures plus tard, depuis ce qui ressemblait à une réunion. La réponse était brève, mais il n'envoyait jamais de réponse brève sur son travail quand il pouvait en envoyer une complète. Lus les 3. On ajuste la formation Clichy selon vos recommandations. Très bon travail. Puis, séparément, depuis un numéro qu'elle reconnaissait maintenant comme distinct de son adresse professionnelle. Vous êtes extraordinaire, vous savez. Camille avait regardé ce message assis dans le métro. Ligne 5, entre Gare du Nord et République. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle glissa son téléphone dans sa poche et regarda la vitre noire du tunnel. Elle sentit quelque chose monter dans sa gorge. Pas des larmes. Autre chose, quelque chose de plus difficile à identifier. Ce n'était pas de l'émotion au sens convenu du terme. C'était la sensation particulière de recevoir quelque chose qu'on attendait, sans le savoir, quelque chose qu'on avait tellement cessé d'attendre qu'on ne savait plus que c'était possible. Être vu, simplement, précisément, sans exagération ni condescendance. Être vu pour ce qu'on faisait vraiment. Elle répondit à République quand le métro s'arrêta et que la lumière du quai remplaça le noir du tunnel. Merci pour ça. Ce n'était pas grand-chose. C'était tout. Le 2e samedi de mars, Lucas avait un match de foot à 10 heures du matin dans un gymnase, couvert de la rue de Ménilmontant. Camille était sur le banc des parents, café en main, quand Antoine arriva. Elle ne l'avait pas invité formellement, elle l'avait mentionné en passant, le mercredi précédent, de la façon dont on mentionne quelque chose sans savoir si l'autre va s'en saisir.
Il s'en était saisi. Il s'assit à côté d'elle sur le banc, pas très à l'aise sur ces sièges trop bas conçus pour des adultes dont les genoux ne posent pas de problème, et il regarda le match avec l'attention sérieuse d'un homme qui essaie vraiment de comprendre les règles alors qu'on ne les lui a expliquées qu'à moitié. Lucas marqua un but à la 20e minute, une reprise de volée maladroite qui rentra dans le but par hasard autant que par habileté, mais qui rentra quand même. Il leva les bras, pivota vers les tribunes avec le regard instinctif de l'enfant qui cherche d'abord sa mère, la trouva, puis son regard glissa 2 places sur le côté et croisa Antoine qui applaudissait avec une expression sincère. Lucas fit un signe de tête bref, le signe de tête du garçon de 10 ans qui accorde une reconnaissance sans en faire un spectacle, et repartit en courant vers le centre du terrain. Camille vit ça, elle ne dit rien. Mais elle sentit quelque chose se poser dans sa poitrine, comme une pièce qui trouve enfin sa place dans un puzzle qu'on assemble depuis longtemps, doucement, sans bruit, avec cette évidence tranquille des choses qui étaient déjà à leur place avant qu'on s'en aperçoive. Après le match, nul, 1-1, Lucas modérément satisfait, ils allèrent tous les 3 dans une boulangerie de la rue de la Mare pour des crêpes du samedi. La boulangère connaissait Lucas de vue, lui dit bravo pour le match sans savoir exactement pour quel match, et Lucas trouva ça parfait. Antoine prit un chocolat chaud qu'il ne finit pas parce qu'il était vraiment très sucré, et Lucas lui expliqua avec la pédagogie impitoyable de l'enfance que le vrai chocolat chaud, c'était celui de la grand-mère à Lyon et que tout le reste était une approximation. Antoine dit qu'il en prenait note. Camille mangea sa crêpe beurre-sucre et pensa que c'était un matin ordinaire et que les matins ordinaires étaient, à 35 ans, la chose la plus précieuse qu'elle connaissait. Ce fut cette semaine-là que Sophie Bernard convoqua Antoine pour un second entretien sur le sujet. Le premier avait eu lieu en octobre, celui-ci avait un ton différent. Elle posa sur son bureau une impression du contrat de consultante signé avec Camille Dubois, une liste des dimanches au Jardin du Luxembourg que quelqu'un dans l'équipe avait visiblement mentionné dans une conversation qui n'aurait pas dû aller jusqu'aux oreilles de Sophie, et le compte-rendu d'une réunion de direction où Antoine avait cité les recommandations de Camille avant celles de son propre équipe interne. « Je ne te parle pas de ta vie privée », dit Sophie avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Je te parle de la perception externe. Dans 3 semaines, on renouvelle le contrat Bonjour Marché pour la phase 2. 31 magasins supplémentaires, 9 millions d'euros. La direction de la chaîne va regarder nos pratiques de gouvernance à la loupe. Si la consultante externe qu'on leur a présentée comme référente objective est en réalité, elle laissa la phrase ouverte. Antoine la laissa ouverte aussi, 1 seconde, puis il dit: la qualité du travail de Camille Dubois est documentée dans 47 comptes rendus de réunion, 6 rapports de site et les données de déploiement des 11 premières unités qui montrent un taux d'incident post-installation inférieur de 38% à la moyenne de nos projets comparables. Sa contribution n'est pas une perception, c'est une mesure. Sophie l'écouta. « Je sais tout ça, dit-elle. Je te parle d'autre chose. Je sais de quoi tu me parles, dit Antoine. Il s'arrêta 1 seconde, les mains posées à plat sur le bureau, et dit ce qu'il avait décidé de dire avant d'entrer dans ce bureau. Non pas parce qu'il l'avait planifié comme une stratégie, mais parce qu'il y avait des choses qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir, une fois qu'on les sait. Je ne vais pas mettre fin à une relation personnelle parce qu'elle est inconfortable pour la gouvernance de la société. Si ça crée un conflit d'intérêts réel sur le contrat, je me récuse formellement de la décision de renouvellement et je laisse le comité décider. C'est la façon correcte de gérer ça. Il marqua une pause. Et si ça ne te convient pas, c'est une conversation que nous pouvons avoir avec le conseil. Sophie le regarda longtemps. Pas avec de la colère, avec quelque chose de plus complexe, quelque chose qui ressemblait à une réévaluation. « Tu réalises ce que tu es en train de faire ?» dit-elle enfin. « Oui, dit-il. Je réalise ce que je n'ai pas fait pendant 2 ans. Ce n'est pas pareil. » Sophie prit le document sur son bureau, le replia, le glissa dans un tiroir
Elle dit « Rédige la note de récusation formelle avant vendredi. Je m'occupe du reste. » Elle n'ajouta rien. C'était suffisant. Antoine quitta le bureau de Sophie et rentra dans le sien. Il ferma la porte. Il s'assit et regarda par la fenêtre. Les platanes de la rue du Faubourg Saint-Antoine, les premières feuilles de mars, un ciel blanc et léger. Il pensa à octobre dernier dans ce même bureau, quand il avait regardé ces mêmes platanes et décidé de se soumettre à la logique de l'incommode. Il pensa à la façon dont il avait disparu sans un mot, et à la façon dont Camille avait continué à travailler sans fléchir, pas par résignation, mais par dignité. Il pensa à 2h45 devant des ordinateurs un samedi soir, à un hot-dog sous une ampoule jaune, à la perte de la possibilité dite dans un bus de nuit, à pluche prononcée avec l'économie de consonnes d'un enfant qui dort sur un épaule. Il avait 43 ans. Il avait passé 2 ans à meubler un appartement de 140 mètres carrés avec du mobilier de qualité et du silence. Pas une seule fois pendant ces 2 ans, il ne s'était senti aussi peu seul que dans la réserve d'un supermarché du 11e arrondissement, assis sur une chaise en plastique devant une table pliante, avec un classeur en face de lui, et quelqu'un qui savait exactement pourquoi le firmware 2.3 ne répondait pas au même patch que le 2.4. Il prit son téléphone. Il envoya un message. Pas le professionnel, l'autre. « Est-ce que vous êtes libre ce soir ?» La réponse arriva 8 minutes plus tard, depuis le rayon épicerie du Bonjour Marché, où Camille finissait sa plage horaire. Lucas est chez son père ce soir. Oui, ils dînèrent dans un restaurant du Marais qu'Antoine connaissait. Petit, une vingtaine de couverts, des tables serrées, une carte courte et bien faite, le genre d'endroit où le chef venait parfois demander si tout allait bien avec la sincérité de quelqu'un qui voulait vraiment savoir. Camille avait mis une robe qu'elle gardait pour les occasions où elle voulait se sentir elle-même sans effort. Une robe bordeaux simple, pas habillée au sens formel, mais portée avec cette aisance tranquille de quelqu'un qui n'a pas besoin que les vêtements parlent à sa place. Antoine lui dit ce qui s'était passé avec Sophie Bernard, tout dans l'ordre, sans atténuer et sans dramatiser. Il lui dit qu'il s'était récusé formellement du renouvellement de contrat et ce que ça impliquait concrètement pour la gouvernance du projet. Il lui dit ça avant de commander le vin, avant l'entrée, parce qu'il avait décidé que si quelque chose entre eux devait continuer à se construire, ça se construirait sur des informations complètes ou ça ne se construirait pas du tout. Camille l'écouta sans l'interrompre. Elle but une gorgée d'eau. Elle dit « Vous avez dit quoi exactement à Sophie ?» Il répéta presque mot pour mot. Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit « Je ne voulais pas que vous ayez à choisir. »« Je sais, » dit-il, « mais ce n'était pas votre choix à faire. » Elle le regarda. Pas de larmes. Camille Dubois ne pleurait pas facilement et encore moins dans les restaurants. Mais quelque chose dans ses yeux changea légèrement de texture, comme une lumière qui passe d'artificiel à naturel sans qu'on ait éteint ou allumé quoi que ce soit. « Merci », dit-elle. Et comme la dernière fois qu'elle avait dit merci pour quelque chose qui comptait vraiment, elle le pensait d'une façon qui n'avait rien à voir avec la politesse. Ils mangèrent, ils parlèrent. Le chef vint demander si tout allait bien, et tout allait vraiment bien. Alors ils le dirent avec une conviction qui le fit sourire. Dehors, Paris de mars, sous la pluie fine, les reflets des réverbères sur le pavé mouillé, les terrasses couvertes de leurs baldaquins transparents. Ils sortirent vers 22h30 et marchèrent un moment sous la pluie. Pas longtemps, juste quelques rues, parce que la pluie de mars à Paris est supportable quand on ne marche pas seul et qu'on ne cherche pas à aller quelque part en particulier. À l'angle de la rue des Francs-Bourgeois et de la rue de Turenne, sous un auvent de librairie fermée, Antoine s'arrêta. Il se tourna vers Camille. Il ne dit rien pendant un instant, pas par calcul, mais parce que certains moments demandent qu'on leur laisse le temps d'exister avant de les nommer. Puis il dit, simplement, sans emphase, « Je suis content que vous soyez là. » Camille le regarda. La pluie faisait un bruit léger sur l'auvent au-dessus d'eux. Elle dit, « Moi aussi. » Ce ne fut pas un baiser de film. Ce fut 2 personnes qui se regardaient sous la pluie de mars à Paris, debout devant une librairie fermée, qui avaient chacune traversé quelque chose de difficile et qui choisissaient, à cet instant précis, d'être là.
juste là, sans promesse de ce que ça deviendrait, sans contrat signé en 3 exemplaires, sans garantie d'aucune sorte, uniquement la décision tranquille et irréversible d'être présents l'un pour l'autre dans le moment qui existait. Et ce moment existait pleinement, chaudement, dans la pluie fine de mars, entre les pavés mouillés et les lumières jaunes du marais, et il n'avait besoin de rien d'autre pour être réel. Avril entra dans Paris par la petite porte. Quelques jours de soleil franc entre des matinées brumeuses, les terrasses des cafés qui sortaient de leurs chaises avec l'optimisme saisonnier des gérants qui savent que le printemps parisien est imprévisible, mais y croient quand même. Les marronniers du Luxembourg avaient leurs premières feuilles. Pas encore l'ombre dense de juin, mais une dentelle verte et légère qui filtrait la lumière du matin en la découpant en fragments dorés sur les allées de gravier. Camille traversait le jardin certains matins en allant au métro, quand elle avait le temps, quand Lucas était déjà à l'école et qu'elle s'était levée 10 minutes plus tôt que nécessaire, juste pour avoir ce luxe-là. 10 minutes dans le jardin, le café en gobelet, les grives qui cherchaient des vers dans la terre retournée des massifs. Elle pensait à beaucoup de choses dans ces 10 minutes. Elle pensait à Lucas, qui avait eu une mauvaise note en calcul, et qui lui avait dit « Je comprends pas » avec la frustration franche des enfants qui ne savent pas encore faire semblant que ça n'a pas d'importance. Elle pensait au contrat de consultante, qui touchait à sa mi-parcours et aux 3 unités restantes du déploiement. Elle pensait à sa mère, qui appelait 2 fois par semaine depuis Lyon et qui avait cessé de dire « quand Camille lui parlait d'Antoine, pour dire à la place des choses courtes et précises comme il a l'air bien et est-ce qu'il est patient avec Lucas. 2 questions qui, dans le vocabulaire de sa mère, couvraient l'essentiel de ce qu'il fallait savoir sur un homme. Et elle pensait à ce que c'était, concrètement, de construire quelque chose avec quelqu'un sans perdre ce qu'on était avant. Pas une fusion, pas une dissolution, 2 trajectoires qui continuaient à exister séparément et qui se croisaient régulièrement avec intention. Les dimanches au Luxembourg, les dîners du jeudi quand Lucas était chez Julien, les messages du matin qui n'étaient jamais très longs, mais qui étaient là, constants, comme un fil tendu entre 2 points fixes. Antoine avait ses propres habitudes de réflexion. Les siennes se passaient généralement dans les embouteillages du périphérique intérieur, en taxi, coincé entre la porte de Bercy et la porte de Vincennes, à regarder le flux des voitures sans vraiment le voir. Il pensait à la façon dont les choses avaient changé dans sa façon de travailler, pas spectaculairement, pas en rupture visible, mais dans les petits ajustements de posture qu'on ne remarque qu'à posteriori. Il avait commencé à quitter le bureau à 19 heures au lieu de 21. Il avait recommencé à lire, pas des rapports, des livres, des vrais, empilés sur la table de nuit de l'appartement du 4e, qui avait maintenant, depuis quelques semaines, une plante verte près de la fenêtre, parce que Camille avait dit un soir, en regardant le salon, que les appartements sans plante avaient quelque chose de légèrement défunt. Il avait acheté une plante le lendemain, un ficus. Il avait cherché comment en prendre soin, ce qui lui avait pris plus de temps qu'il ne l'aurait cru, et il l'arrosait maintenant tous les lundis avec la précision d'un homme qui, ayant décidé de faire quelque chose, le faisait correctement. Ce fut un mardi d'avril que la situation avec Julien se compliqua. Julien Moreau. Camille n'aimait pas penser à lui, non par haine, mais par économie d'énergie, parce qu'il n'occupait dans sa vie que l'espace qu'il devait occuper, et elle avait appris à ne pas lui en allouer davantage. Julien avait un droit de visite sur Lucas, les week-ends pairs. Ça fonctionnait depuis 10 mois, avec la régularité mécanique des arrangements administratifs. Lucas partait le vendredi soir, rentrait le dimanche après-midi, racontait peu et ne se plaignait pas. Ce qui pour Camille signifiait que les choses se passaient de façon acceptable, même si elle ne savait pas exactement comment. Le mardi en question, elle reçut un appel de l'école à 14h20. Lucas avait eu une altercation avec un camarade dans la cour, pas une bagarre physique, mais des mots échangés, avec une violence qui avait alarmé la maîtresse. La directrice voulait rencontrer un parent, en fin de journée. Camille était au Bonjour Marché de Vincennes pour une visite de site. Elle appela sa voisine Madame Chabrier, qui avait la clé et qui pouvait récupérer Lucas à 16h30, puis elle réorganisa sa journée pour être à l'école à 17h.
Elle y fut à 17 heures pile. La directrice était une femme d'une 50aine d'années, calme et directe, qui avait visiblement l'habitude de mener ce type d'entretien sans le dramatiser inutilement. Elle lui dit que Lucas avait traité son camarade de chanceux d'avoir un père qui venait le chercher à l'école. Que quand la maîtresse lui avait demandé ce qu'il voulait dire, Lucas avait dit que son père à lui venait jamais le chercher depuis le divorce, parce qu'il avait une nouvelle famille, et que c'était plus important. Il avait dit ça avec la précision factuelle d'un enfant de 10 ans qui répète ce qu'il a compris des conversations d'adultes, et avec une douleur dessous que la directrice avait entendue clairement. Camille écouta tout ça sans bouger. Elle remercia la directrice. Elle alla chercher Lucas dans le couloir où il attendait assis sur une chaise, les jambes qui se balançaient, les yeux sur ses baskets. Elle s'accroupit devant lui, elle avait toujours fait ça. Refusé de lui parler d'en haut quand c'était important, et elle dit simplement « On y va ». Pas de sermon dans le couloir de l'école, pas de questions immédiates. Ils marchèrent jusqu'à la boulangerie du coin et elle acheta 2 pains au chocolat. Et ils s'assirent sur un banc dehors malgré le froid frais d'avril et mangèrent en silence pendant quelques minutes. Puis Lucas dit, sans la regarder, « C'est vrai ce que j'ai dit. »« Je sais, » dit Camille, « c'est pas juste. » « Non, dit-elle, c'est pas juste. » Lucas mordit dans son pain au chocolat. Un pigeon s'approcha, l'œil intéressé par les miettes. Lucas lui en jeta un morceau avec un geste machinal. « Antoine, dit-il, il est venu au match. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle regardait le pigeon qui avait récupéré sa miette et s'éloignait avec la dignité précipitée des pigeons parisiens. « Oui, dit-elle enfin. Papa, il est venu à aucun match depuis 2 ans. » dit Lucas. Ce n'était pas dit pour faire mal, c'était dit comme un fait, posé là, entre eux, avec la clarté désarmante des enfants qui n'ont pas encore appris à emballer les vérités difficiles dans du papier de soie. Camille sentit quelque chose serré dans sa gorge. Pas des larmes, elle ne pleurait pas devant Lucas sur des sujets qui le concernaient, elle avait décidé ça tôt et s'y tenait. Mais quelque chose dans la façon dont son fils avait dit ça, simplement, sans accusation, juste en comparant 2 choses réelles, lui fit l'effet d'une phrase qu'on relit plusieurs fois parce qu'elle contient plus qu'elle ne semble. « Tu veux qu'on parle d'Antoine » dit-elle. Lucas haussa les épaules, le haussement de l'enfant qui veut savoir, mais qui ne veut pas avoir l'air de vouloir savoir. « Il va rester » Camille prit le temps de répondre honnêtement. Pas de promesse qu'elle ne pouvait pas tenir, pas de formule rassurante vide de sens. « Je ne sais pas ce que ça sera dans longtemps. » dit-elle. « Ce que je sais, c'est qu'il est sérieux, et qu'il te respecte, et que pour l'instant, il est là. » Lucas réfléchit à ça. Il finit son pain au chocolat. Il dit, « Il sait toujours pas la différence entre un défenseur central et un milieu relayeur. »« Non, » dit Camille, « mais il essaie d'apprendre. » Oui. Lucas se leva, épousseta les miettes de son manteau avec le geste de quelqu'un qui conclut une réunion. « Ok, dit-il. Ce hockey contenait beaucoup de choses. Il contenait « ce n'est pas encore réglé, mais c'est acceptable pour l'instant ». Il contenait « je te fais confiance même si j'ai pas tout compris ». Il contenait les 10 ans de Lucas Dubois, l'âge exact où on commence à comprendre que les adultes ne savent pas tout et où on décide malgré ça de continuer à avoir foi en quelques-uns d'entre eux. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, Camille envoya un message à Antoine. Pas un long message, juste les faits, brièvement, parce qu'elle lui avait promis la transparence, et que la transparence ne s'appliquait pas seulement aux moments agréables. Antoine répondit au bout de quelques minutes. Il ne dit pas « je suis désolé » avec le réflexe automatique de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. Il dit « comment il va ?» Elle répondit « il mange son pain au chocolat. Il y a 1 heure, il allait mieux. Il m'a dit que vous essayiez d'apprendre la différence entre défenseur central et milieu relayeur. » Antoine répondit « Je peux vous envoyer un schéma de ce que j'ai compris jusqu'ici pour validation ?» Camille rit, un vrai rire, court, sincère dans le silence de sa cuisine, à 22h30. Elle répondit « Envoyez le schéma. » Il envoya un schéma. C'était approximatif, mais dans la bonne direction. Elle corrigea 2 points. Il remercia avec le sérieux d'un élève consciencieux. Elle éteignit la lumière de la cuisine en souriant.
La semaine suivante, Antoine proposa quelque chose qu'il avait préparé avec soin et qu'il présenta avec la même honnêteté directe qu'il mettait dans tout ce qui comptait. Il avait des contacts au PSG via un client de la Lefebvre Tech qui avait des relations dans le club. Il pouvait obtenir 2 places pour un match à domicile, pas les places debout en virage à 32 €, des places assises en tribune latérale. Il précisa qu'il ne faisait pas ça pour compenser quoi que ce soit, pas pour concurrencer personne, pas pour impressionner Lucas. Il le faisait parce que Lucas aimait le foot, que ces places existaient et qu'il pensait que ce serait bien. Camille lut le message 2 fois. Elle répondit « Je lui demande ». Lucas, à qui elle posa la question ce soir-là avec le même soin qu'elle mettait à ne jamais décider à sa place les choses qui le concernaient, dit, après 2 secondes, d'un silence calculateur parfaitement disant « En tribune latérale ?» Oui. Il haussa les épaules avec une désinvolture radicalement incompatible avec l'éclat dans ses yeux. S'il veut. Ils y allèrent un samedi d'avril, Lucas avec son écharpe aux couleurs du club, Antoine avec une veste qu'il avait achetée spécialement parce qu'il avait cherché la tenue correcte pour un match de Ligue 1 en tribune et avait demandé conseil à Camille qui lui avait dit un jean et quelque chose de chaud, et il avait pris ça au sérieux. Camille était entre les deux, une écharpe rouge empruntée à sa voisine Madame Chabrier qui était supportrice de longue date et avait insisté. Le match fut ce qu'un match de foot est, imprévisible, émotionnel, collectif. Le PSG marqua 2 buts. Lucas cria les 2. Au 2e but, dans le mouvement spontané de la tribune qui se levait d'un coup, il attrapa le bras d'Antoine sans y penser. Le réflexe physique pur de la joie partagée qui n'a pas besoin d'autorisation. Antoine se leva avec lui, bras levés, et cria aussi, d'un cri un peu décalé, parce qu'il avait une demi-seconde de retard sur ce qui s'était passé, mais sincère. Camille les regarda tous les deux, debout dans la tribune illuminée, son fils de 10 ans et cet homme de 43 ans, qui criait un but de foot avec une demi-seconde de retard, et elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié la texture, quelque chose de complet, pas parfait, complet. La différence entre une chose qui ne manque de rien et une chose à laquelle rien ne manque. Ce n'était pas de larmes non plus, cette fois-ci. C'était juste la reconnaissance tranquille d'un moment qui existait pleinement, sans avoir besoin d'être autre chose que ce qu'il était. En sortant du Parc des Princes, dans le flot des supporters, Lucas prit la main de Camille d'un côté et, après un moment d'hésitation si bref qu'on aurait pu le rater, glissa l'autre main dans celle d'Antoine. Pas pour longtemps. 3 ou 4 pas dans la foule, le temps de passer un passage étroit, et puis il lâcha et continua à marcher entre eux avec ses 10 ans et son écharpe et ses commentaires sur chaque action du match. Mais ces 3 ou 4 pas existèrent. Camille les sentit sans les regarder, Antoine les sentit sans les commenter. Et Lucas ne sut peut-être pas exactement ce qu'il venait de faire. Ou peut-être qu'il le sut très bien, avec cette intelligence émotionnelle secrète que les enfants déploient quand les adultes ne regardent pas. Ils prirent le métro pour rentrer. Paris, le soir d'un match de foot, bruyante, rouge et bleue, les gens qui chantaient encore dans les wagons, la ville entière un peu plus vivante que d'habitude. Camille regardait son fils debout près de la porte du wagon, qui racontait le 2e but à un homme d'une 50aine d'années qui avait l'air d'un supporter et qui écoutait avec le plaisir de quelqu'un qui retrouve l'enthousiasme de ses 10 ans dans ceux d'un autre. Antoine était assis à côté d'elle, l'épaule légèrement contre la sienne dans le mouvement du wagon. Ni l'un ni l'autre ne bougea. Et dans ce wagon de métro du soir, avec le bruit et la chaleur, et le garçon qui parlait de foot à un inconnu, Camille Dubois percevait avec une clarté que rien ne forçait et rien n'obligeait, que sa vie, en ce moment précis, ressemblait à quelque chose qu'elle aurait voulu, pas dessiné d'avance, pas planifié, mais reconnu, comme on reconnaît une lumière qu'on a vue autrefois et qu'on n'espérait plus retrouver. Mais entra doucement avec cette douceur particulière que Paris réservait aux premières vraies journées de printemps, le genre de journée où les gens s'arrêtaient sur les ponts sans raison précise, juste pour regarder la Seine, comme si la lumière de mai avait le pouvoir de rendre le mouvement de l'eau extraordinaire alors qu'il était identique toute l'année. Les terrasses étaient pleines dès midi.
Les vendeurs de glace réapparaissaient au carrefour. Les enfants sortaient des écoles avec leurs vestes attachées autour de la taille parce que le matin il faisait encore frais et l'après-midi il ne faisait plus frais du tout et personne ne voulait admettre que le printemps parisien demandait encore d'être prudent. Camille avait son rendez-vous de mi-parcours de contrat avec la Lefebvre Tech un jeudi matin de la première semaine de mai. Pas avec Antoine, avec le service RH et Sophie Bernard, conformément à la procédure standard pour les consultants externes. Elle s'y présenta avec son classeur, ses tableaux de suivi, ses livrables documentés mois par mois, et les données chiffrées du déploiement que personne ne lui avait demandé de compiler, mais qu'elle avait compilé quand même, parce que c'était ainsi qu'elle abordait tout ce qui importait, avec les preuves dans la main, avant qu'on les lui réclame. Sophie Bernard lut les documents avec le même sérieux concentré qu'elle mettait à tout. Elle posa 3 questions techniques, toutes pertinentes. Camille répondit à chacune avec précision. À la fin de l'entretien, Sophie dit « Et ce n'était pas chaleureux, ce n'était pas son registre, mais c'était sincère. Le travail est au-dessus de ce qu'on avait anticipé. On va parler de renouvellement dans les prochaines semaines. » Camille dit merci et prit l'ascenseur pour descendre. Dans le hall de la Lefebvre Tech, un immeuble de bureaux de la rue du Faubourg Saint-Antoine, le même bâtiment dont elle avait vu les fenêtres éclairées depuis le trottoir pendant des semaines sans jamais imaginer y entrer, elle s'arrêta une seconde. Elle regarda le hall, sobre, fonctionnel, des cadres muraux avec les chiffres clés de la société, le logo de la Lefebvre Tech sur le mur du fond, la réceptionniste qui tapait sur son clavier sans lever les yeux. 2 ans plus tôt, elle n'aurait pas su que cette société existait. 6 mois plus tôt, elle n'en était qu'une prestataire de terrain. Aujourd'hui, elle sortait d'un entretien de mi-parcours avec des données qui avaient fait poser le stylo à Sophie Bernard. Pas de larmes, pas d'euphorie, quelque chose de plus solide que les deux, la satisfaction précise et durable de quelqu'un qui a fait le travail et qui le voit reconnu. 1 an plus tôt, elle n'aurait pas su que c'était possible. Maintenant, elle le savait. Elle s'en souviendrait. Elle sortit sur le trottoir du Faubourg Saint-Antoine dans le soleil de mai et appela sa mère. Le déploiement des 3 dernières unités, Vincennes, Ivry, Clichy, se déroula entre la 2e et la 4e semaine de mai, avec une fluidité qui tenait à la qualité de la préparation en amont. Johan dit après l'installation de Clichy, la dernière, que c'était le déploiement le plus propre qu'il avait fait en 7 ans à la Lefebvre Tech. Il le dit à toute l'équipe lors du point de clôture dans la salle de réunion du 11e arrondissement. La même réserve, la même table pliante, sauf qu'on avait ajouté 2 chaises et une cafetière depuis octobre. Merdy avait apporté des petits fours. La directrice régionale de Bonjour Marché était venue spécialement pour le point de clôture et avait serré la main de Camille, avec la poignée de quelqu'un qui reconnaît un travail équivalent au sien. Camille rentra ce soir-là à Belleville à pied depuis le métro, un détour, 20 minutes de plus, mais le soir était doux et lumineux et elle voulait marcher. Elle passa par la rue de la Mare, par la rue des Envierges, jusqu'au belvédère du parc de Belleville, d'où Paris s'étalait vers l'ouest, dans la lumière oblique du soir. Les toits, les dômes, la tour Eiffel au loin, les milliers de fenêtres qui commençaient à s'allumer une à une comme des étoiles descendues à hauteur d'homme. Elle s'arrêta quelques minutes, les mains appuyées sur la rambarde, et regarda. 10 mois plus tôt, elle avait signé des papiers dans un bureau de la rue de Rivoli et elle était ressortie la tête haute parce qu'il ne lui restait plus rien à pleurer. Maintenant elle était là, en mai, avec Paris devant elle. Et un contrat qui allait être renouvelé, et un fils qui dormait chez sa voisine, et un homme qui lui avait envoyé ce matin un message disant simplement « Dernier déploiement, aujourd'hui. Tu vas être formidable ». Elle avait répondu « Je sais » parce que c'était vrai et qu'il n'y avait pas de raison de feindre la modestie sur les choses qu'on approuvait. Elle resta 5 minutes sur le belvédère. Puis elle descendit vers la rue de Tourtille, récupéra Lucas chez Madame Chabrier, fit réchauffer les lentilles du soir, aida son fils avec un exercice de conjugaison au passé composé, éteignit sa lampe à 22h40. Elle s'endormit vite, sans effort, d'un sommeil profond et sans résidu. Ce fut un dimanche de la fin mai que tout prit sa forme finale.
non pas de façon dramatique, non pas avec une scène de déclaration ou un geste spectaculaire, mais avec la simplicité exacte que les deux avaient construite semaine après semaine depuis octobre. Ils étaient au jardin du Luxembourg depuis 10 heures du matin, leur dimanche habituel. Lucas avec son ballon, le kiosque à café, les allées de gravier sous les marronniers en pleine feuillée de mai. Le jardin était plein ce dimanche-là, le beau temps ayant convoqué la moitié du 6e arrondissement et une bonne partie du 5e. Des familles, des couples, des étudiants avec leurs livres sur les pelouses, des touristes qui photographiaient le bassin, des enfants qui couraient dans tous les sens avec la liberté des dimanches de printemps. Lucas avait rejoint un groupe d'enfants qui jouaient au ballon près du théâtre de marionnettes. On l'avait accepté immédiatement. Lucas avait ce don particulier d'entrer dans un groupe inconnu avec une aisance tranquille qui tenait à la fois de sa mère et de lui-même. Camille et Antoine étaient assis sur leurs bancs habituels, les gobelets de café, le soleil entre les feuilles, le bruit de fond du jardin un dimanche de mai. Ils parlèrent d'abord du renouvellement de contrat. Sophie avait envoyé un projet d'avenant la veille, avec une augmentation de 450 € mensuels et une extension de 6 mois supplémentaires. Camille avait déjà identifié 2 points à ajuster. Antoine l'écouta les noter et dit qu'il ferait passer les modifications le lendemain matin. Puis la conversation glissa, sans transition marquée, vers autre chose. Antoine dit « Mon appartement est grand pour une personne ». Camille le regarda. Elle attendit la suite sans le presser. « Ce n'est pas une proposition », dit-il immédiatement, avec la précision de quelqu'un qui sait que les mots ont un poids et qui tient à les poser correctement. « C'est une observation. Je voulais vous la dire parce qu'on s'est promis de dire les choses directement. » Camille réfléchit un moment. Elle regarda Lucas qui courait après un ballon avec 3 enfants qu'il ne connaissait pas 1 heure plus tôt. Elle regarda les marronniers. Elle regarda Antoine. Cet homme en veste légère de maille, son café posé sur le banc à côté de lui, les mains sur ses genoux, qui lui faisait une observation honnête parce qu'il avait décidé que l'honnêteté était le seul registre où les choses importantes pouvaient se dire. « Mon appartement est petit, dit-elle, mais il est à moi. Je sais, dit-il. Et Lucas a ses repères. Je sais. Elle le regarda encore. Dans longtemps peut-être, quand on sera sûr. D'accord, dit-il. Dans longtemps. Ce n'était pas une promesse au sens contractuel du terme. C'était quelque chose de plus rare et de plus difficile. 2 personnes qui regardaient dans la même direction sans se presser d'y arriver, qui faisaient confiance au chemin autant qu'à la destination. 2 adultes qui avaient appris, chacun de son côté et à prix élevé, que les choses construites vite se défont vite et qui choisissaient délibérément la lenteur, non pas par manque de certitude, mais par respect de ce qu'ils étaient en train de bâtir. Lucas revint en courant 20 minutes plus tard, essoufflé, avec une égratignure sur le genou qu'il exhiba fièrement comme une médaille. Camille sortit le petit flacon de désinfectant qu'elle avait dans son sac. Elle l'avait toujours depuis que Lucas avait 7 ans et s'était mis au foot, et nettoya l'égratignure avec le geste précis et sans cérémonie des mères qui ont fait ça 100 fois. Lucas dit « aïe » de façon tout à fait disproportionnée par rapport à la douleur réelle. Camille dit « exactement ». Antoine tendit une serviette en papier qu'il avait dans sa poche de veste. Il avait commencé à en avoir depuis quelques semaines, une habitude qu'il avait prise sans qu'on lui demande. Comme on prend les habitudes utiles quand on est attentif à ce que la vie autour de soi demande. Lucas prit la serviette, s'essuya les mains et dit « On fait quoi pour manger ?» Camille dit « Il y a une cantine pas loin, simple. » Lucas dit « Je veux un croque-monsieur. » Antoine dit « Moi aussi. » Lucas les regarda tous les deux d'un air qui signifiait clairement qu'il trouvait ça légèrement suspect comme coïncidence. Puis il haussa les épaules avec une magnanimité de 10 ans et dit « Allons-y ». Ils marchèrent tous les 3 vers la sortie du jardin, par l'allée des platanes, Lucas entre eux avec son ballon sous le bras et son genou égratigné et son appétit de dimanche midi. Le soleil était haut maintenant, la lumière de mai blanche et franche, les ombres des arbres découpant des losanges nettes sur le gravier. Des pigeons s'écartaient sur leur passage. Une vieille dame sur un banc sourit en les voyant passer.
sourire de quelqu'un qui reconnaît quelque chose, sans avoir besoin qu'on lui explique quoi. La cantine était au coin de la rue Guinemer. Petite, 10 tables, la carte écrite à la craie sur un tableau noir, une odeur de pain grillé et de café qui prenait aux narines depuis le trottoir. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Lucas commanda son croque-monsieur avec un sérieux de gastronome. Antoine prit le même. Camille prit une salade et un croque-madame parce que l'œuf faisait la différence, dit-elle. Et Lucas dit que l'œuf gâchait tout, et qu'il n'était pas d'accord là-dessus, et que c'était son droit. La salle était simple, carrelage blanc et noir, chaise bistrot, une radio quelque part en cuisine qui diffusait une chanson qu'on entendait à peine. La lumière entrait par la fenêtre en rectangle oblique sur la table, réchauffant la surface en bois clair. Le serveur, un homme jeune, tablier blanc, l'air d'un étudiant qui travaille le dimanche, apporta les commandes avec la désinvolture efficace de quelqu'un qui aime son travail sans en faire un spectacle. Lucas mordit dans son croque-monsieur et poussa un soupir de satisfaction qui valait tous les discours. Camille mangea sa salade. Antoine coupa son croque-monsieur en deux avec le soin d'un homme qui mange lentement depuis qu'il a arrêté de manger devant son ordinateur. Et il regarda un moment le rectangle de lumière sur la table, la façon dont il bougea légèrement quand une voiture passa dans la rue et fit varier l'ombre. Il regarda Lucas qui mangeait en commentant simultanément la composition tactique du match du samedi précédent. Il regarda Camille qui écoutait son fils avec cette attention totale qu'elle lui donnait toujours. L'attention de quelqu'un pour qui écouter n'était pas une posture, mais une façon d'être. Et Antoine Lefebvre, dans cette cantine du 6e arrondissement un dimanche de mai, avec un croque-monsieur coupé en deux et une radio inaudible en cuisine, et un enfant de 10 ans qui expliquait le rôle du milieu relayeur pour la 4e fois depuis 3 mois, comprit quelque chose qu'il portait depuis octobre sans avoir su le formuler. Il comprit que la richesse n'avait jamais été les 140 mètres carrés, ni les 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, ni les cartes de visite échangées dans les hôtels du 8e. Il comprit que la richesse n'était pas non plus un sentiment grand et spectaculaire, quelque chose qui déferle et renverse. Il comprit que la richesse ressemblait à ça, précisément à ça. Une table avec de la lumière dessus, un enfant qui explique le football. Une femme qui écoute avec toute son attention, un croque-monsieur encore chaud, la sensation d'être exactement là où on devait être, sans avoir besoin de préparer ce qu'on allait dire ensuite. Ce n'était pas de l'amour qui tombait du ciel. C'était de l'amour qui s'était construit debout, semaine après semaine, entre des palettes de stock et des plannings de flux, dans un bus de nuit et sous une pluie de mars, dans les tribunes d'un match de foot et sur les bancs d'un jardin, avec des croissants encore chauds et des schémas de position de joueurs envoyés à 22 heures pour faire rire quelqu'un qui en avait besoin. C'était de l'amour qui avait été choisi continuellement, consciemment par 2 personnes, qui savaient exactement ce que ça coûtait de mal choisir et qui avaient décidé, malgré ça, ou à cause de ça, de choisir quand même. Lucas finit son croque-monsieur, s'essuya la bouche et dit avec la solennité comique des grandes conclusions, « C'était bien ». Camille dit « Oui ». Antoine dit « Oui ». Et là, dans cette cantine simple du dimanche de mai, avec le rectangle de lumière sur la table en bois clair et la radio en sourdine et les 3 tasses de café qui arrivèrent sans qu'on les ait demandées, parce que le serveur avait remarqué que c'était le genre de table qui voudrait un café après, Camille Dubois comprit que c'était ça, la vraie définition de ce qu'elle avait cherché sans le savoir depuis si longtemps. Pas la sécurité au sens de l'absence de risque. Pas le bonheur au sens de l'absence de difficulté. Quelque chose de plus solide et de moins fragile que les deux. La certitude tranquille d'être vue, choisie, respectée, par quelqu'un qui n'avait pas eu besoin qu'elle soit différente de ce qu'elle était. Ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas du prestige. C'était être là pleinement, sans dissimuler et sans se diminuer, dans une cantine ordinaire un dimanche de mai, avec son fils et un homme qui apprenait la différence entre défenseur central et milieu relayeur parce que ça comptait pour quelqu'un qui comptait pour lui. C'était tout, c'était immense, c'était exactement suffisant.